Le monde d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près, une émission qui vous est proposée par Artemus. Vous pouvez retrouver tous nos contenus, podcasts et conférences sur les réseaux habituels. Merci de partager, commenter et de nous soutenir. Nicolas à la présentation et je suis accompagné par Lamine. Bonjour à tous. Et par Catherine qui fait sa première incursion dans le monde d'à peu près. Catherine que les auditeurs connaissent par On n'est pas sauvé. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Alors nous accueillons aujourd'hui une figure d'une résistance de fraîche date, puisque née de la période covidienne, Laurence Kaiser. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Alors Laurence, vous êtes polyvalente, si l'on en croit votre autoportrait sur les réseaux sociaux. Je cite, gynécologue en rébellion, vaccino-prudente, complotiste, libre penseuse avec PAN et écrivaine à fière plume. Où est-ce que vous vous situez réellement dans tout ça ? Je pense que je suis un être humain, en fait, tout simplement, avec des compétences qu'on m'a enseignées, beaucoup de choses que j'ai découvertes toute seule, énormément de lacunes et de curiosité, de plein de choses que j'ai encore à découvrir, et puis un petit don pour poser tout ça sur le papier. Oui, parce que quand on regarde vos deux profils Facebook, les titres, c'est Laurence Kaiser, romancière, et Laurence Kaiser, plume de rêve. Donc l'écriture est quand même un peu le domaine de prédilection quand même. Alors, c'est là que je peux m'épanouir en fait. Mais si mes deux profils sont très typés écrivains, c'est simplement parce que je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux le jour où j'ai eu une maison d'édition qui m'a demandé de faire la promotion de mon premier roman. Et je suis arrivée là très naïvement fin 2018. Et j'ai commencé à m'exprimer vraiment autour de la littérature. Et puis, le médecin en moi a pris le dessus quand j'ai vu qu'il y avait un gros souci au niveau de la gestion de la crise sanitaire et de tout ce qui s'en est suivi, en vérité. D'accord. Et si on reprend votre portrait phrase par phrase, qu'est-ce que c'est qu'une gynécologue en rébellion ? Alors, je dois dire que je suis extrêmement préoccupée, voire choquée de la façon dont mes collègues traitent aujourd'hui leurs patientes. Évidemment, je ne généralise pas à tout le monde. Il y a encore des chouettes médecins, des chouettes gynécologues, mais globalement, on est quand même très instrumentalisé par un système qui a tout standardisé et qui veut nous imposer des protocoles à tout bout de champ. Ce qui fait que non seulement on n'a plus le temps, parce qu'il faut faire des économies dans les soins de santé, donc on n'a plus le temps d'écouter les gens, mais en plus, on exige d'eux qu'ils se plient à des choses qui s'écartent de plus en plus, à des règles qui s'écartent de plus en plus de la physiologie, notamment par rapport aux accouchements. Et la médecine devient une espèce de sport olympique où on doit tout faire vite et où on attend d'un médecin qui soit rentable et compétitif et des patients qui se taisent et qui obéissent et qui suivent ce qu'on appelle les trajets de soins. Donc je suis révoltée de ça, mais depuis longtemps. Disons que je n'avais pas posé les mots aussi clairement avant la crise Covid sur mon ressenti, mais je prenais déjà les petits sentiers de traverse et je faisais déjà un petit peu à ma mode. Laurence, justement, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'en tant que médecin, plusieurs fois, je vous ai entendu dire que quand même, ce sont des études assez formatées. Donc, dans votre formatage, où avez-vous trouvé la faille qui vous a permis déjà de vous dire il y a quelque chose qui ne va pas ? Je crois que je suis née avec. Je suis fille d'artiste. Donc, mes parents m'ont appris à regarder les choses autrement et à toujours voir le petit grain de merveilleux dans le quotidien, y compris dans des études où on nous disait qu'il fallait absolument suivre toutes les étapes, faire précisément tout ce qu'on nous apprenait. Eh bien, moi, j'avais quand même la curiosité d'aller regarder, mais je n'osais pas trop. C'était un petit peu intuitif, mais pas tout à fait conscient. Mais je pense que depuis le début de mes études, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Mais j'avais aussi le syndrome du bon élève, donc j'ai été très, très sage. J'ai fait mes études pour réussir
le mieux possible et que la société m'accepte parce que justement j'avais cette petite quelque chose d'autre qui me suivait et qui m'embarrassait à l'époque. Donc vous dites fille d'artiste. Comment on passe de fille d'artiste à gynécologue? Parce que pourquoi ne pas avoir continué dans cette voie? Est-ce qu'il y avait peut-être une peur pour trouver du boulot? Enfin, quelle a été la motivation derrière? Ou c'était vraiment une envie d'aider, une vocation, voilà. Alors, ça vient d'un mélange de choses. Hein. Je pense qu'il y a un besoin de comprendre la vie, comprendre comment ça marche, une curiosité naturelle. La médecine, pour moi, c'est un art et c'est pas une science. Donc, finalement, je suis pas tellement partie loin de mes parents. C'est juste une autre façon d'appréhender la vie. J'avais besoin aussi quand même d'une structure parce que j'étais vraiment des artistes, mes parents. C'était très, très bohème. Donc, il n'y avait pas de règles précises à la maison, il n'y avait pas de cadre. Et je crois que quelque part, l'enseignement tel qu'il est conçu aujourd'hui m'a convenu pour ça, tout en me brimant beaucoup. Mais ça me paraissait intéressant. Et puis, on ne va pas se le cacher, en tant que fille d'artiste, j'avais cette étiquette, j'étais jamais habillée comme les autres, j'avais deux modes de retard, si pas trois. Je ne comprenais pas les codes des autres enfants. Donc, avoir un diplôme comme un diplôme de médecin, un grand diplôme, ça apaise le débat. On arrive, on pose son diplôme sur la table, hein, puisque quand on est dans une assemblée, dans une réunion qu'on est invité à dîner, on a naturellement la question: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et donc, automatiquement, si vous dites que vous êtes médecin et médecin spécialiste, ça va écarter l'idée que vous êtes... farfelu. Que vous êtes farfelu, que vous êtes stupide. Médecin, c'est sérieux. Dans une case. On vous met dans une case. Ça vous donne une certaine légitimité quand vous ouvrez la bouche. Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez, en fait. Oui. Et même quand on prend un billet d'avion, on peut mettre qu'on est docteur. Là, c'est la grande classe. Voilà. Et la gynécologie, c'est juste que mon premier stage était totalement déprimant. C'était la neurologie. Dans la moitié du couloir, il y avait les AVC, des gens qui récupéraient pas. Et dans l'autre moitié, il y avait des jeunes qui avaient des pathologies dégénératives, incurables et orphelines. Et donc, j'ai demandé à mon chef de service s'il n'y a pas un truc plus joyeux, plus joyeux en médecine. Et il m'a dit, si, il y a l'obstétrique. Et donc, j'étais faire un stage en obstétrique. Et quand j'ai assisté au premier accouchement, la première naissance, je n'ai rien compris. C'était un tour de magie. C'était le lapin blanc qui sortait du chapeau. Et je me dis, ça, il faut que je comprenne, quoi. Mais, vous dites, vous avez dit, pour moi, la médecine n'est pas une science, c'est un art. Mais ça se traduit comment pour vous? Si vous avez un exemple concret à nous donner, un exemple que c'est plutôt un art plutôt qu'une science. Parce que c'est vrai que pour le grand public, la médecine est une science, c'est pas un art. Ça paraît un peu bizarre comme expression. Alors, on va piocher dans la science des outils, mais on va les appliquer avec art. En écoutant les gens, on a ce petit plus qui va faire la différence si on est suffisamment connecté à l'autre, en fait. On a, et bien sûr, et l'expérience, hein, ça fait plus de 25 ans que je suis médecin maintenant, mais il y a aussi le fait qu'on puisse se dire, et si c'était pas... Parce qu'on apprend des algorithmes, nous. Donc on a on va du plus probable au moins probable, comme un ordinateur, mais moins performant, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle, c'est tellement mieux qu'un médecin. Mais on a quand même cette espèce d'arbre décisionnel à suivre, et eh bien, il y a pour tout un tas de raisons. Si vous écoutez, que vous regardez vos patients et que vous sentez aussi les émotions qui se dégagent de la relation qu'on établit entre le patient et le thérapeute, eh bien, on a parfois cette idée de sauter directement en bas, à gauche, à droite ou sur un autre algorithme, parce que non, ça colle pas. Il y a un petit truc, ça colle pas. Et c'est ça c'est indéfinissable. On peut pas le quantifier, et c'est pour ça, je pense qu'on va faire des catastrophes en standardisant tout, parce que les gens
ne sont pas interchangeables et Sont que uniques. chaque personne sur cette planète est unique, avec sa physiologie, mais aussi avec ses croyances, avec ses besoins. Et donc, il est indispensable de se souvenir que la médecine est un art. Et pour en revenir à la période Covid, qu'est-ce que ça vous a révélé, mais vraiment révélé quelque chose qui a été « Oh waouh, j'ai découvert quelque chose », qui a bouleversé votre vie autant en négatif qu'en positif? Et j'ai envie d'ajouter là-dessus, parce que c'est vous qui vous définissez de la sorte, comment vous passez de, on va dire, écrivain et docteur modèle et bon élève à une complotiste. Et pourquoi complotiste d'ailleurs? Ça veut dire quoi? Ça, c'est pour jeter un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'on a vite dit que nous sommes des complotistes. Le complotiste est celui qui dénonce des complots, mais on a tourné ça en négatif et même en ridicule. Et donc, moi, je l'ai repris en rajoutant un cran. J'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Je dis, si je dois être... d'extrême droite, complotiste, anti-vax, pourquoi pas être conne aussi et complotiste, tant qu'on y est. Et donc, sur la révélation que le Covid ou la période Covid, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'essentiel qui s'est éveillé grâce ou à cause de ça? Oui, j'ai vraiment eu cette conscience douloureuse qu'on m'avait utilisée contre les gens. Contre moi-même aussi, mais bon, ça, c'est peut-être moins grave, contre mes propres enfants, avec les mensonges qu'on m'a racontés, qu'on m'a obligé à régurgiter, et j'étais effectivement une très bonne élève. Donc, j'ai appliqué toute une série de mesures, notamment des vaccins que j'aurais maintenant, avec le recul, jamais dû proposer, notamment à mes femmes enceintes. Et ça m'a en même temps été... c'est pour moi un levier. C'est une excellente raison aujourd'hui de m'exprimer, parce qu'il y a de la colère, il y a l'envie de réparer, mais il y a aussi, du coup, tout ce qu'on m'a caché, que je découvre tous les jours, et ça, c'est génial, parce que j'apprends à utiliser des traitements oubliés, ou des traitements qu'on nous a interdits, qui existent dans d'autres parties du monde d'ailleurs, et ça me donne aussi énormément d'espoir, et j'ai l'impression que j'ai quelque chose aussi à transmettre à ce niveau-là. Donc du négatif, on peut faire du positif, mais il y a quand même, ça reste quand même une douleur, parce que je me rends compte que j'ai pu faire du mal à bien des gens, et alors que moi, mon serment, il est essentiel, et donc c'est quelque chose que j'ai du mal à oublier. C'est ce que j'allais vous demander, en fait. Je me demandais, c'est parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous avoir entendu dire de votre propre aveu, vous étiez réveillé, je ne sais plus, je crois fin 2021, vous disiez quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est très récent, quelque part, dans une vie, hein, surtout à rapport à tout ce qui a pu se passer dans le monde ou pour plein de gens. Et est-ce que c'est pas non plus trop violent, au moment, d'avoir un condensé de toutes ces choses-là qui sont, en fait, c'est pas le monde qu'on croyait, et on le découvre en très peu de temps, et on se prend plein de choses dans la tête, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une violence dans tout ça? C'est pas dur à... Est-ce que vous assurez, vous passez le cap, ou c'est quand même quelque chose qui est lourd à porter en si peu de temps? Alors, mais le monde, il est violent. Donc, voir les choses telles qu'elles sont, c'est violent, oui. Je pense que quand j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'étais prête. Parce que j'ai mis 3 mois. Il y a des choses que j'ai eu du mal à digérer, mais j'ai seulement mis 3 mois. Enfin, seulement. J'ai mis 3 mois à tout comprendre de mon point de vue. Hein. Après, je ne dis pas que j'ai la vérité vraie, mais je pense que dans les grandes lignes, j'ai quand même compris pas mal de choses. Mais j'ai commencé par trouver que les autorités ne géraient pas bien la crise sanitaire, et qu'il y avait beaucoup de maladresse et d'hésitation, de contre-ordre, et je ne suis arrivée à ouvrir cette fameuse boîte de Pandore qu'en mars 2022. Voilà, donc de mars à juin, j'ai étudié le monde, et là j'ai compris.
Mais avant ça, il y a eu des rencontres, il y a eu des manifs, il y a eu des essais de ma part de traiter, de trouver des solutions. Il y a eu la désobéissance aussi, parce que quand ils nous ont interdit de soigner, je ne suis pas généraliste, mais ils nous interdisaient de voir nos femmes enceintes aussi. Et puis quand j'ai vu que les gens étaient en errance, j'ai ouvert ma porte à tout le monde. Moi, je ne suis pas généraliste, mais j'ai fait quand même 7 ans de médecine. Donc, j'ai d'excellentes bases. Ça m'est arrivé très souvent de soigner des patientes enceintes pour des pneumonies, des sinusites, des gastro. Je sais faire, comme on dit. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas de la maladresse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les vrais chiffres ? C'est quoi cette étude de Pfizer ? Et j'ai commencé par Pierre Chaillot et ensuite par Christine Coton, et le reste, c'est venu tout seul. Mais quand vous dites que vous avez mis 3 mois à comprendre, qu'est-ce que vous avez compris ? Voilà, on se doutait bien que l'argent est le roi du monde, mais ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait une véritable organisation des milliardaires qui avaient décidé d'établir un nouvel ordre mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, avec un véritable asservissement des populations, un projet qui pousse autant l'intelligence artificielle et la surveillance numérique que des traitements qui deviendront obligatoires, une restriction de nos déplacements, la mainmise sur nos enfants, une volonté de les corrompre au niveau de tout ce qui est sexualité, un agenda woke, des guerres qui sont... Je connais rien de plus rentable qu'une guerre, en fait, parce que les banques... Pour les marchands d'armes, marchands d'armes, de médicaments, et les banquiers, puisqu'ils prêtent pour faire la guerre et puis pour reconstruire les pays, et ils prêtent des deux côtés. Donc, tout ça, pour moi, c'est intentionnel. Je m'exprime ici en mon nom, et voilà. On vous en prie. Oui, on reçoit bien Laurence Kaiser aujourd'hui, personne d'autre. Voilà. Et donc, pour moi, l'apothéose, c'est quand même toutes les cérémonies qu'on nous offre aujourd'hui, que ce soit l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard, ou la fête du Commonwealth, je crois, ou les Jeux Olympiques, où on voit clairement qu'il y a du satanisme au plus haut niveau de l'État, des États. Et donc, c'est ça que j'ai compris. Et la pollution intentionnelle de l'environnement. Il y a quand même un phénomène que moi j'ai remarqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, avec cette crise, ont dû se remettre en question leur mode de pensée, leur vision du monde. Et quand ils ouvrent la boîte de Pandore, on découvre plein de choses. Mais dans cette boîte de Pandore, il y a plein de choses aussi qui sont fausses. C'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir le recul, si vous voulez, quand on prend tout ça dans la figure. En fait, c'est violent. C'est très violent, comme le disait Nicolas. Et des fois, on se fourvoie et on tombe dans des travers qui sont, en fait, si vous voulez, on était un mouton blanc, on devient un mouton noir. Mais un mouton quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vraiment avoir un esprit critique sur comment on va se nourrir, on va dire, intellectuellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu des travers comme ça sur lesquels aujourd'hui vous vous dites, là j'ai peut-être été un peu trop loin et je rectifie mon point de vue par rapport, je suis plus subtil, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène ? Enfin, moi je l'ai vu arriver, donc vous vous sentez comment par rapport à cette réflexion que je vous soumets ? Sur des petites choses, oui, mais comme ça, je n'ai pas vraiment d'exemple. Mais dans les grandes lignes, je pense que jusqu'à présent, les faits me montrent quand même que j'ai plutôt raison. Mais c'est certain que je n'ai pas une vision d'ensemble parce que je ne sais pas qui peut l'avoir. C'est trop grand. Donc, je réserve mon avis pour plus tard. Mais en attendant, j'essaye d'agir là où il y a urgence et où il y a vraiment des agressions, donc sur la santé des citoyens avec notamment les vaccins,
et sur la santé des enfants, la santé mentale et la santé physique, avec le projet de sexualisation, la citoyenneté sexuelle, les droits sexuels en Europe selon l'OMS. Tout ça, pour moi, c'est à contrer au plus vite. Et après, je n'ai pas exactement les tenants et les aboutissants de tout. Il y a quand même sur Internet une société française de transhumanisme qui a ouvert une chaîne. Donc je me dis, il y a un projet là qu'on ne peut pas nier, même s'il y a peut-être qu'une toute petite portion de la population qui va dans ce sens-là. Elle existe et c'est très inquiétant. Et puis il y a un milliardaire à l'autre bout du monde qui nous parle de puces dans le cerveau. Donc je suis prudente, je suis méfiante. Voilà. On est tous assez d'accord que cette crise a chamboulé quand même le monde un peu partout, et les consciences et les prises de conscience et les boîtes de Pandore. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer complètement d'attitude et plutôt, en fait, ma question elle est là, qu'est-ce que vous proposeriez comme nouvelle médecine, comme nouvel apport, comme nouvelle démarche? Est-ce qu'il faut toujours avoir cette autorité médecin-patient, ou bien est-ce qu'il faut enfin arriver à quelque chose d'horizontal où tout le monde se communique et partage? Et on n'aurait jamais dû avoir une hiérarchie. Jamais. Qui est au service de qui? C'est le médecin qui doit soigner le patient et qui est payé pour ça. Donc le médecin n'est pas au-dessus du patient. Il a juste des compétences que la société lui a permis d'acquérir parce que ça a été payé. Les études de médecine, si on devait les payer nous-mêmes, ce serait impossible. Donc c'est quand même la collectivité qui a permis aux jeunes d'acquérir toutes ces connaissances, et en contrepartie, ils doivent se mettre au service du patient. Mais quand vous prenez l'exemple du wokisme et de ces mouvements qui créent des pages et des blogs, en fait, c'est des mouvements qui ont compris qu'il faut éduquer. Alors, éduquer à leur façon, on a bien compris. Or, si on est arrivé à ce souci du wokisme et de cette soumission, c'est parce qu'il y a une éducation de longue date à la soumission. Donc, peut-être qu'on pourrait changer, je ne sais pas. Oui, c'est l'impuissance apprise à l'école. Ça commence très tôt, évidemment. L'école, elle doit instruire, elle ne doit pas éduquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait plusieurs générations. On a abandonné à d'autres notre sécurité, la gestion des finances publiques, sans leur demander de compte. Donc la santé, l'éducation, parce que c'était l'instruction publique avant, c'est devenu l'éducation nationale. La gestion du pays, on n'a plus aucun contrôle parce qu'on s'en est débarrassé. Quelque part, on était probablement assez content. Et donc, moi, ce que je fais avec mes patientes tous les jours, c'est de leur donner des outils pour s'autonomiser en santé et pour retrouver déjà le contact avec leur propre corps, la confiance en eux, parce qu'il y a ça aussi. Vu qu'on a tous appris cette fameuse impuissance, les gens n'osent pas avoir un avis ou imposer leur ressenti. Donc, chez moi, c'est une relation horizontale. Même, je dirais, je suis un tout petit peu en dessous parce que je commence ma consultation en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc, je suis là, j'offre un service et on parle. Et on parle beaucoup et j'essaye d'être très didactique et de transmettre une petite partie de mon savoir, et en tout cas que ce savoir ne soit pas hermétique. C'est indispensable. Et ça doit être comme ça pour tout. Ouais. J'ai une question par rapport à justement ce réveil. Vous avez commencé à clairement, publiquement vous montrer, dire que vous n'étiez pas d'accord. Ça date un peu, donc j'aimerais bien qu'on fasse un peu l'historique de tous les problèmes que vous avez rencontrés, justement à dire ce que vous pensiez en fait. Oui, ça commence comme tant de citoyens, ça commence dans une manif où je me fais gazer. Et où là, je vois des gens, je découvre que ça s'appelle des black blocs, et je vois des centaines et des centaines de policiers surarmés arriver vers nous avec des autopompes. Et donc ça, c'est la toute première vidéo, je ne l'ai même pas diffusée, celle-là, où je dis mais ma démocratie, elle est morte, c'est pas possible. Et c'était la grosse manifestation où nous étions 500 000 selon les organisateurs et 50 000 selon la police.
Et la semaine qui a suivi, je me retrouve à faire une manifestation où on est, je crois, 3000. Et là, je me dis, ah non, ça c'est pas possible. Les gens ont eu peur et on baisse les bras. Non, je peux pas laisser faire ça. Et je grimpe sur un échafaudage. J'adore grimper sur les échafaudages. J'ai le vertige. Et je prends le micro et je me présente. Et en 5 minutes, je fais une vidéo qui va directement atterrir à l'Ordre des médecins, où je dis 4 choses qu'on m'a reprochées et qu'on me reproche encore. La première chose, c'est que j'ai dit il y a encore trop de médecins qui se cachent derrière leur téléphone et qui pensent qu'ils ne peuvent pas soigner les Covid alors que ça se soigne. Parce que les médecins ont peur. Donc ça n'a pas plu. Je pense que les médecins ont peur des microbes et des ordres aussi. Donc, j'ai dit aussi que c'était un scandale d'avoir masqué des enfants, de leur avoir transmis qu'il fallait se méfier de l'autre et de leur avoir donné la responsabilité de protéger leurs grands-parents alors que ce n'était pas leur rôle et qu'il était temps que les parents fassent des piquets de grève et des manifestations devant les écoles. La troisième chose, j'ai dit que tous les médicaments ont des effets secondaires, même quand ça s'appelle vaccin. J'ai cité quelques chiffres de l'armée américaine qui sont toujours d'actualité. L'armée américaine faisant une pharmacovigilance active, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur absolument tous les événements médicaux qui concernent les soldats américains avant et après vaccination. Et on voit une explosion de l'infertilité, des fausses couches, des crises cardiaques, des AVC. Voilà. Donc j'ai cité ça. Et j'ai dit, pour terminer ma petite allocution, que c'était l'époque d'Omicron. Il était fort contagieux celui-là, mais il était assez banal. Et j'ai dit, Omicron est notre chance. L'immunité naturelle, elle sera toujours meilleure que l'immunité vaccinale. Donc allez vous embrasser. Si vous savez Omicron, embrassez-vous. Voilà, donc ça m'a été reproché très fort. Vous avez coché toutes les cases pour faire un bon portrait complotiste, c'est bien? Oui, Ouais, c'est ce qu'il fallait. Et j'ai donc été convoquée dans une commission d'enquête avec un psychiatre. Il y avait un psychiatre il y avait un psychiatre qui n'a rien dit. Ça s'est fini comment d'ailleurs Donc cette commission d'enquête, c'était en mai 2022, a donné suite à une poursuite devant l'ordre du Hainaut, donc l'ordre provincial, qui m'a condamnée à 3 mois de suspension pour avoir osé parler et penser par moi-même. J'ai donc été en appel de cette décision, appel qui a été rendu début 2020, je m'y perds dans les dates, mais début 2024, je pense, qui confirmait la sanction. Et donc, je suis allée en cassation. Et j'attends toujours la date. Depuis mars de l'année dernière, donc ça va faire 1 an, j'attends une date. Pratiquer. Et donc, en attendant, je peux pratiquer. Et si ça arrive, qu'est-ce que vous feriez comme choix? Alors, j'ai pas fini parce que j'ai encore été convoquée pour autre chose. Ah oui, entre-temps, j'ai été convoquée parce que j'ai osé dire que les médicaments de transition de genre, c'était mauvais pour les enfants. Absolument. Et donc, l'Ordre des médecins m'a reconvoquée. Ils ont refait une commission d'enquête et ils ont dû abandonner parce que tout ce que je dis est dans le compendium des médicaments. Donc, ils ont essayé de me mettre sur le dos l'incitation à faire brûler des écoles, mais ils n'ont pas pu parce que je n'ai jamais dit qu'il fallait faire ça. Donc, ils n'ont pas pu continuer leur poursuite. Et donc, pour répondre à la question, Catherine, ce que je ferais, mais je le fais déjà, en fait. Je suis en train de sortir du système. Moi, malheureusement, je dépends encore un petit peu des mutuelles parce que quand on parle, il n'y a pas que les poursuites ordinales, en fait. Il y a tout un tas de choses qui vous tombent dessus. Un petit contrôle fiscal. J'ai perdu mon papa. Il est décédé des vaccins et j'ai la preuve, après 18 mois d'analyse sur les prélèvements qu'on a fait sur son corps et après beaucoup de sous dépensés. Les prélèvements sont partis, ils ont voyagé dans le monde. Eh bien, maintenant, j'ai la preuve, j'attends la preuve écrite, donc je ne vais pas trop en parler, mais j'ai la preuve, c'est factuel, il est décédé des injections, des vaccins. Eh bien, mon père étant décédé, ils ont un petit peu gratté pour revoir les frais de succession, ils avaient oublié un truc, enfin bon. Et donc, j'ai comme ça toute une série d'événements
fort sympathiques qui me sont tombés dessus. Et donc, je dépends encore un petit peu des mutuelles pour ne pas perdre tout ce que j'ai bâti. Mais mon intention, c'est vraiment de sortir de ce système et de travailler. Oui, médecin, je serai toujours, parce que les gens, ils ont parfois un petit peu de mal à comprendre. Être médecin, c'est avoir obtenu un diplôme de médecine. Donc, on ne peut pas me le retirer. On ne va pas me laver le cerveau. Ou alors, je disparais, on me met en psychiatrie, on me bourre de médicaments, on me fait des électrochocs et vous ne me reconnaissez plus quand je sors. Comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais sinon, ce diplôme, je l'ai et toutes les connaissances, je les ai. Et je les utilise, mais à bon escient pour le patient et plus pour faire la pute pour le système pharmaceutique, excusez-moi du terme, mais pour moi, la plupart des médecins sont des dealers de drogue officiels. Et donc, je ne fonctionne plus comme ça. Mais j'ai beaucoup de mal parce que les gens, ils me voient tellement comme leur gynécologue que ça me retient dans le système. Et je vois ce qu'ils sont en train de faire avec les frottis de colle maintenant. Et je vois vers quoi on va. C'est tragique. Vous pouvez juste expliquer ce que c'est qu'un frottis de colle déjà pour tout le monde. Le frottis de colle consiste à prélever quelques cellules. C'est indolore, c'est un peu intrusif parce que c'est intime, mais on va prélever sur le col de l'utérus avec une petite brosse souple quelques cellules qu'on envoie au laboratoire pour qu'ils l'examinent et qu'ils nous disent si ces cellules sont saines ou si elles sont pas saines. Voilà. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que, et ça vient de l'État et ça vient même de plus haut, ça vient de l'OMS. Ce sont des directives internationales. Ils font des typages HPV. Donc, il faut savoir que selon les chiffres officiels belges, qui sont directement obtenus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'ONE et de vaccination-information.be, 80% de la population belge va un jour être concernée par un papillomavirus. Donc 8 sur 10, 8 personnes sur 10. Ça, c'est dans la période d'activité sexuelle. Donc ça commence à 3 ans, c'est ça maintenant, et donc jusqu'à la fin de notre vie. Ça veut dire que si vous remplacez l'examen des cellules pour savoir si elles sont saines ou non par une recherche de virus, par un test PCR, ça nous rappelle quelque chose, vous finissez par convaincre des gens parfaitement sains qu'ils sont malades, qu'ils vont avoir une maladie grave parce qu'un cancer, ça fait peur, et que donc ils doivent absolument rester dans le système, faire beaucoup de contrôles, et on va leur proposer quoi ? Le vaccin Gardasil qui, après le vaccin du Covid, est vraiment le pire vaccin. Et je regrette amèrement de l'avoir fait à mes patientes et à mes enfants et à moi-même, mais bon. C'est comme ça. Et donc, c'est vraiment le vaccin le plus toxique et le plus inutile que je connaisse. Et j'ai les chiffres officiels, je ne les ai pas apportés, mais c'est ahurissant parce qu'ils osent nous donner ces chiffres-là pour faire la promotion du vaccin. Des chiffres, il y a 3 zéros derrière la virgule pour certaines pathologies qui sont censément être protégées par ce produit. Donc c'est vraiment très inquiétant. Il y a quand même quelque chose d'étonnant en rapport à tout ce que vous venez de nous dire, c'est que dans votre autoportrait, vous êtes vaccino-prudente. Ça veut dire que vous n'êtes pas ce qu'on appelle schématiquement une anti-vax. Alors, je réfléchis vaccin par vaccin, moi. Et donc, c'est ça, vaccino-prudent, c'est je réfléchis vaccin par vaccin. Donc, il y a des vaccins qui sont quand même fiables, selon vous, c'est la question. J'ai dit ça ? Non, je pose la question. Je ne pense pas que j'ai dit ça. Non, parce que comme vous dites vaccino-prudent, c'est peut-être des vaccins, oui, je suis prudent, mais c'est peut-être pas mal. C'est ça ma question. En fait. Je me disais que peut-être en 2025, j'allais éviter d'avoir une nouvelle convocation à l'ordre des médecins. C'est intelligent. Donc, je n'ai pas changé le terme. Je reste prudente par rapport à chaque vaccin et je n'en pense pas moins. D'accord, c'est clair comme ça. Et pour le Gardasil, il faut regarder les travaux des docteurs de l'épine. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que. Mais en français, c'est très bien. Ouais, c'est très, très bien. C'est très important. Et puis, pour faire ça pour tous. Et puis, les tout derniers. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une femme enceinte est censée recevoir 6 vaccins. Non, c'est nouveau, ça. Alors, en fait, ça fait une dizaine d'années qu'on les revaccine contre la coqueluche. Mais il n'existe pas... Oui, je l'ai fait aussi. Ouais. Il n'existe pas de vaccin coqueluche tout seul. Donc, c'est diphtérie, tétanos, coqueluche. Donc, ça fait quand même 3. Bien sûr, c'est une piqûre, mais ça fait quand même 3 vaccins. Et on a rajouté la grippe, Covid et la bronchiolite maintenant. Et la bronchiolite, c'est la Brisevaux.
eh bien, les premières études qui sortent sont très inquiétantes, puisqu'il y a beaucoup d'accouchements prématurés et de décès de bébés. Et la seule chose qui intéressait mes collègues aux dernières nouvelles, c'était de savoir qui allait faire les papiers pour la Brisevaux, parce qu'ils n'avaient pas trop envie de se taper les demandes de remboursement. Et ils préféraient laisser les papiers aux pédiatres, parce que les bébés, si les mamans ont réussi à échapper à la Brisevaux, les bébés vont recevoir les anticorps monoclonaux contre la bronchiolite à jour 2 de vie, je pense. Le Beyfortus, qui est tout aussi toxique, il faut regarder les travaux d'Hélène Banoun. Ok, oui. Pour à Brisevaux et Beyfortus, il faut regarder les travaux d'Hélène Banoun, c'est ahurissant, quoi. À ma connaissance, j'ai déjà un bébé décédé. Et j'ai décédé avec preuve que c'est dû à ça. Non, pas preuve, mais il est décédé d'une bronchiolite alors qu'il avait reçu ses anticorps monoclonaux. Ouais, mais elle n'était pas grave. Voilà, c'était peut-être une bronchiolite pas grave qui l'a tué, c'est ça. Non, mais enfin voilà, on est quand même. Mais il est quand même mort, oui, c'est ça. Voilà, mais heureusement, ça aurait pu être pire s'il avait pas reçu le Beyfortus, c'est ça, oui. Enfin, il serait mort. Pas d'une forme grave, comment. Oui. On est vraiment dans un système qui s'emballe, je trouve, et je ne vois pas à quel moment mes collègues vont percuter, parce que j'essaye, hein, c'est pas que j'essaye pas, mais il n'y a pas moyen. Ils obéissent comme des ânes. C'est le phénomène du premier de la classe qui veut toujours que le prof acquiesce. Enfin, vu que l'ordre a quand même une espèce de, comment dirais-je, d'aura, voilà, pouvoir, oui. et de pouvoir. Ils s'y soumettent. Il y a les académies de médecine aussi. Hein. Oui, les académies de sûr. médecine qui ont ce sont les sages, hein. Oui. C'est les sachants. Il y a le fait que les médecins n'entendent... le cours de vaccinologie, il prend 4 heures. C'est essentiellement Pasteur est formidable, un petit historique des vaccins, et puis quelques infos sur les adjuvants, et le calendrier vaccinal surtout. Mis à jour chaque année, ça fait beaucoup. Et du coup, pour un nouveau médecin, comment il se forme? C'est l'industrie. Alors, comment il sait qu'il doit le faire celui-là? C'est juste, on lui donne son calendrier et puis c'est tout. Oui, mais on avait Merck qui venait nous dire qu'il fallait faire. Les mamans qui rappellent vacciner mes enfants. Non, l'industrie pharmaceutique qui nous envoie des délégués médicaux. Ou alors, les délégués dans vos cabinets, quoi. À l'UNIF, en fait, c'est directement dans les cours. Oui, d'accord. C'est inclus. Donc, le prof, dans le syllabus, il y a une page avec, voilà, comment... Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, donc, on a l'information qu'il faut vacciner. Oui, on ne nous dit pas qu'il y a des soucis. Non. Et puis, on nous donne quelques marques. Bon, pour le HPV, il n'y en a plus qu'une, c'est le Gardasil. Mais à l'époque où je vous parle, il n'y avait pas ce vaccin-là. Mais on avait quelques marques parce qu'on nous préparait à être des prescripteurs. Oui. Voilà, et donc on ne nous a pas mis le moindre doute par rapport au vaccin. Et puis, ceux qui doutent un petit peu, on a quand même reçu de nos ordres respectifs un petit mot disant « Soyez les pionniers », ça je parle de vaccination Covid à l'époque, « Soyez les pionniers de la médecine ». Donc ça fait la conquête de l'Ouest. Soyez les pionniers de la médecine, aidez-nous à combattre le méchant virus, et si vous ne le faites pas, vous encourez des sanctions disciplinaires. Donc, il y a aussi le fait que les médecins ont beaucoup à perdre. Ils ont un haut statut. En général, ils ont des bons revenus. Ils ont une aura eux-mêmes. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour obtenir ce diplôme parce que c'est dur. C'est vraiment dur. L'assistanat, c'est un esclavage épouvantable. C'est vraiment... le nombre de jeunes qui s'effondrent, c'est effrayant. Et donc, quand ils survivent à tout ça, ils n'ont pas du tout envie de lâcher leur statut, leur nouveau statut, le Graal en fait. Et du coup, ils préfèrent ne pas penser. Et puis maintenant, aujourd'hui, honnêtement, comment ils vont faire pour vivre avec le fait moi déjà, je m'en veux d'avoir vacciné au Gardasil et d'avoir vacciné au Boostrix mes femmes enceintes. Comment ils vont vivre avec le fait qu'ils ont mis des produits extrêmement toxiques dans le corps de leurs patients, même des petits enfants, des femmes enceintes, ils ont exposé des bébés in utero, et puis eux-mêmes, leur propre santé, leurs enfants, leurs parents, leurs meilleurs amis. Enfin, comment on fait? C'est compliqué, hein. Mais peut-être qu'il faudrait trouver des solutions pour comment on fait. Un peu comme c'est un traumatisme au fait pour les gens qui reviennent de la guerre. Normalement, on les suit, on les soutient. C'est un peu ça, je trouve qu'il faudrait trouver un système qui soutient les médecins à oser ouvrir les yeux
pour justement arrêter. Tant qu'on ferme les yeux, on continue. C'est parce qu'il n'y a pas le soutien, en fait, ou le comment on fait, ou le... C'est un travail personnel, je suis certaine, pardon. Mais j'ai une idée, on va demander à l'ordre des médecins de financer le soutien aux médecins qui se réveillent. Non, mais on est tout est fait pour que on reste dans le système, qu'on obéisse et qu'on ne réfléchisse pas. Tout est fait. Et ceux qui se réveillent comme moi, ils n'ont qu'à se débrouiller avec leur trauma parce que il n'y a pas de soutien officiel. Et je pense qu'à nous de créer justement des réseaux. Il sera plus facile aussi de leur apporter un soutien si on leur redonne de l'espoir. Exact. Si on peut trouver des solutions, des vraies solutions qui fonctionnent vraiment. Jusqu'à présent, j'ai exploré plein de trucs. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une solution magique. Mais j'ai confiance. Le corps est formidable. La nature est formidable. Donc, un nouvel équilibre, elle peut le trouver pour peu qu'on ne soit pas non plus trop harcelé par sans arrêt des nouvelles choses, des ondes, des nouveaux produits toxiques dans l'alimentation. Enfin, voilà. Et donc, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on est dans une espèce de course contre la montre pour arriver à soigner alors qu'on n'arrive pas à anticiper les problèmes qui nous tombent dessus. Mais trouver des solutions, ça peut aider les médecins à faire marche arrière, je pense. En fait, Laurent, j'ai une question qui peut être très intime et qui va aller très loin, mais ça me touche beaucoup, ce sentiment que vous avez de dire « je m'en veux ». Donc, comment est-ce que vous, personnellement, vous vous en sortez, justement ? Est-ce que vous trouvez un soutien spirituel ? Est-ce que vous trouvez est-ce que quelque part, vous vous en voulez ? Parce que vous dites « j'aurais pu savoir ». Parce que si vous auriez pu savoir, vous avez raison de vous en vouloir. Mais sinon, non. Oui, non, je crois que c'était tellement bien fait que là, je pouvais effectivement, je pouvais pas le savoir. Donc, le premier travail à faire, c'est de se pardonner à soi-même. Exactement. Vous avez pu vous pardonner ? Oui, je pense, oui. C'est bien, mais j'ai encore du chagrin parce que je sais qu'on s'est servi de moi. C'est ça, en fait, qui me va loin. Parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de médecins. On a des belles valeurs. La plupart des médecins, ils font pas ça pour le fric. Ils font ça d'abord parce qu'ils ont vraiment envie d'aider l'autre. Et donc, c'est extrêmement difficile aussi d'arriver à admettre que parce qu'on a des belles valeurs, on est vulnérable à la manipulation. Mais je pense que me pardonner à moi, oui. Pardonner aux autres, ça c'est autre chose. Mais je sais, ça faisait longtemps que je disais, j'ai l'impression que je dois montrer quelque chose. Je dois montrer le chemin, mais je ne sais pas de quoi, de où. Et ben maintenant, j'ai compris que j'avais un petit rôle à tenir ici. Et j'essaie de rester droite et de montrer une forme de résilience et d'autres chemins, de chemins alternatifs, et puis d'accompagner ceux qui s'intéressent à ça pour me suivre. Un chemin qui dépasse un peu le cadre de la médecine, parce que j'ai regardé un peu sur vos réseaux, vos posts, vous avez proposé la révolution carrément parfois. Vous appelez à l'insurrection, même pratiquement, on a cette impression des moments. Oui, en fait, je crois dénoncer des choses. Dernièrement, vous avez écrit genre... ce n'est pas une grève d'un jour ou une manifestation qu'il nous faut, c'est une révolution. Donc vous appelez de vos voeux une révolution, les gens doivent descendre dans la rue, il faut... Je crois que les gens sont beaucoup trop gentils. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer qui que ce soit. Non. Mais on se laisse beaucoup trop faire. Toujours cette fameuse impuissance apprise. On a l'impression que quoi qu'on fasse, ça ne sert à rien. Et effectivement, c'est parce qu'on s'y prend pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit Einstein ? Il a dit faire toujours la même chose et espérer un résultat différent, c'est la folie. Donc la révolution, c'est d'abord en nous qu'elle doit avoir lieu. C'est dans le système.
Il faut révolutionner le système. Il faut supprimer cette représentativité qui n'en est pas une. Ces gens ne nous représentent pas. Ils représentent Absolument les multinationales. Ils ne s'intéressent pas du tout à notre bonheur, à nos besoins, à nos avoirs, si ce n'est pour nous les piquer. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça. Pourquoi il n'y a aucune transparence? Pourquoi ils peuvent se balader en jet privé quand ils en ont envie, avec nos sous, ou acheter des vaccins dont on n'a pas besoin, dont on ne veut pas, avec nos sous, ou des armes à l'Ukraine, alors que cette guerre n'est pas la nôtre. Et de toute façon, toute guerre va faire des morts. Donc, je ne suis pas pour la guerre. Je n'ai pas dit que j'étais pour la Russie. J'ai dit que je suis pour la paix. Et donc, ces gens qui, soi-disant, nous gouvernent, ils ne gouvernent qu'une entreprise et ils oublient qu'il y a des gens dedans. Ils n'en ont rien à faire. Donc, c'est ça, la révolution. Mais d'abord, c'est prendre conscience que nous avons le pouvoir en nous et qu'on a le pouvoir du nombre aussi. Et donc, il faut dire stop, il faut dire non. C'est ça, la révolution. Et j'ai vu aussi dans un de vos posts que vous en avez parlé tout à l'heure, de culte pédosataniste. Vous écrivez ça. Et dans le milieu alternatif, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de controverses. Des gens disent que c'est exagéré, que voilà. Vous êtes convaincu que ça existe et que c'est bien présent? Alors moi, j'ai la chance d'avoir travaillé avec Ariane Biran, qui est en contact avec des victimes de réseaux pédophiles. Et tous ne sont pas satanistes, mais dans ces réseaux, il y a aussi des gens qui vouent un culte très sombre. Je n'ai pas dit que moi je croyais en ceci ou en cela, mais je dis que je vois qu'il y a des structures qui se mettent en place, qui semblent rendre un culte à quelque chose de vraiment qui ressemble vraiment à ce qui est décrit dans la Bible. Je ne peux pas citer d'autres livres saints parce que je ne les ai pas lus, mais si vous regardez la cérémonie de clôture des JO, c'est quand même assez surprenant qu'un État ait décidé de mettre ça en place, ou même la cérémonie d'ouverture. Ça commence par des enfants qui disparaissent dans des catacombes, le 4e cavalier de l'Apocalypse qui est la mort. Enfin bon, c'est quand même très très obscur, voilà. Et j'ai bien apprécié aussi l'inauguration du Saint-Gothard avec cette espèce de bébé géant volant, monstrueux, un bouc hermaphrodite. Enfin bon, voilà, c'est quand même très, très inquiétant tout ça. Oui, parce que je parlais justement de ce milieu alternatif et de pas mal de controverses. Vous-même, vous êtes un peu en opposition avec d'autres figures de la dissidence avec des guillemets. Mais est-ce que c'est pas un peu contre-productif tout ça? Parce qu'il y a, avec tout ce que vous dites, la conviction que vous avez du monde où on est, d'un ennemi absolu qu'on a en face de nous qui ne vaut pas du bien, est-ce que c'est pas contre-productif finalement d'être en opposition dans cette même dissidence? Parce qu'il y a il y a des règlements de compte, il y a des vidéos, il y a des messages, on s'invective et tout. Il n'y a pas une contre-productivité là-dedans parfois? Alors d'abord, je pense que c'est en nous qu'il faut faire le ménage. Donc on a tous une part d'ombre. Et ensuite, on ne pourra jamais être d'accord avec tout le monde. Ça, c'est clair. Mais il y a des discours qui me semblent plus dangereux que d'autres. Et je préfère ne pas m'y rallier. Qu'ensuite, on règle publiquement ses comptes ou qu'on essaye de se mettre d'accord en privé, ça appartient à chaque personne. Et certains ont fait le choix de le faire publiquement avec des attaques directes. On a dit que j'étais de l'opposition contrôlée aussi. Ben voilà. Donc, moi, j'essaie de garder la ligne. J'écoute les experts. J'entends ce qui correspond avec ce que moi j'ai appris, parce que tout n'est pas à jeter quand même dans la médecine. Au moins la physiologie, ça a quand même un sens. Donc les hormones, je sais comment ça fonctionne. Le développement d'un corps, je sais comment ça fonctionne. Donc il y a des choses qui sont des faits. Et derrière ça, il y a des discours qui me semblent plus ou moins rassurants, plus ou moins inquiétants, auxquels j'ai pas forcément envie d'adhérer. Est-ce qu'il faut être absolument soudés tous ensemble, même avec des gens qui ont des discours potentiellement toxiques au moins pour vous? Moi, j'ai pas forcément
envie de fréquenter quelqu'un qui a un discours qui me paraît toxique pour moi, quel qu'il soit. Et donc, je crois que ça fait partie de la manipulation, ça, de nous dire on doit, envers et contre tout, être toujours unis. Il va y avoir, c'est l'humain, ça, il va y avoir des courants de pensée, il va y avoir des dissensions. Ce qui est dangereux, c'est de confisquer le débat. C'est ça qui est dangereux. La question, c'est que dans ce sens, on est d'accord que tout le monde a le droit de s'exprimer quand même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre va dire. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais moi, je trouverais beaucoup plus intéressant de faire un débat, mais un débat d'experts. Avec des personnes qui... je ne vais pas débattre avec un garagiste. Si moi, je pense que l'huile moteur, machin, elle est meilleure, qu'est-ce que j'y connais? Je ne vais pas aller débattre avec un garagiste pour essayer d'avoir raison. Je veux bien débattre avec un pédiatre, avec un endocrinologue, éventuellement avec un sexologue. Et encore, ce n'est pas vraiment la même discipline, plutôt pédopsie, etc. Mais il y a des disciplines qui sont tellement différentes, on n'a pas les mêmes bases, donc le débat, il ne sera pas constructif. Quand on se met dans une posture d'expert, c'est qu'on va mettre de côté tous ceux qui pourraient amener quand même quelque chose d'intéressant dans le débat. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est expert qu'on va avoir raison. Il y a plein d'experts qui se sont gourés pendant le Covid. Vraiment, il y en a plein ils se sont présentés comme les experts, les espèces de prêtres avec leur blouse blanche, ils savaient tout sur tout, et ils se sont trompés. Mais ça, ce ne sont pas des experts, ce sont des gens qui ont été payés pour dire qu'ils étaient des experts et à qui on a tendu le micro, ce pas des experts. Par contre, quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans d'expérience dans tel cancer, alors là, je peux entendre qu'il est expert, même s'il ne connaît pas tout. Et peut-être qu'il se trompe, malgré qu'il ait 30 ans d'expérience. D'où le débat. Voilà. D'où le débat, oui. Et le débat, il pourrait venir d'un religieux, qui n'a pas du tout, il a une vision, on va dire, eschatologique, théologique des choses, et par sa vision, il pourrait amener des éclaircissements. Mais oui, ok, on peut l'envisager, mais alors le religieux pourrait dire non, il ne faut pas donner la chimiothérapie. Est-ce que c'est son domaine? Pourquoi pas? Pourquoi il ne pourrait pas le dire? Pourquoi il ne pourrait pas le dire? Il peut le dire, mais il faut qu'il... Je comprends les deux. Oui, non, mais il pourrait le dire. Par contre, ça apporter le côté spirituel en plus, il y a la symbolique des maladies, c'est passionnant d'ailleurs. Donc évidemment que avoir de la spiritualité, ça va nous aider à guérir, évidemment. Oui, d'ailleurs, les médecins, les bons médecins, ils le savent. Que si on trouve du sens dans sa vie, on va se battre beaucoup plus et on va avoir un côté beaucoup plus optimiste qui va permettre de prendre le pas sur la maladie. Mais là, on est sur deux domaines différents et qui pourraient être complémentaires. Mm-hmm. Ça peut être complémentaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va balayer l'autre. C'est pas ce que je dis, c'est que du débat, de la discussion, va sortir quelque chose d'intéressant. Donc, c'est-à-dire que peu importe de l'angle de laquelle on le voit, j'estime que et on va mettre les pieds dans le plat. Je sais que le problème, c'est avec un certain anthropologue, on ne va pas le citer, mais c'est ça le problème. C'est que pourquoi, à un moment donné, il ne peut pas y avoir un débat entre des personnes qui n'ont pas forcément le même avis, qui n'ont pas forcément la même expertise ou les mêmes études, et que derrière, il n'y a pas quelque chose qui en ressorte. C'est-à-dire qu'il y a moyen, à travers la discussion, de sortir quelque chose d'intéressant. Alors, d'accord, ok, mais alors il faut me prouver que cet anthropologue a travaillé avec des enfants traumatisés et qu'il a une grande expertise dans le sujet. C'est pas parce qu'il a... parce qu'il a écouté un sexologue qui montre des photos d'enfants ayant eu des orgasmes. Je ne vais pas citer ce sexologue non plus, mais il est suisse. C'est pas parce qu'on se réfère à ça que forcément on sait que tous les enfants ont, que ça se justifie de dire que les enfants ont une sexualité. Je rappelle quand même que s'il y a des photos d'enfants qui ont eu des orgasmes et qui circulent dans des conférences, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a prises, ces photos. Et ça me pose un vraiment gros problème. C'est là où la personne, vu qu'il n'y a pas de débat, chacun va dire dans son côté, non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit ça, et patati et patata. Et en fait, on n'arrive jamais à avoir Est-ce que vous savez qui a bloqué l'autre dans cette histoire? Et est-ce que vous savez qui est le harcelé et qui est le harceleur, en fait? Sincèrement, moi, je suis de l'extérieur. Oui. Ça, c'est à la limite, c'est les popotes internes. Mais moi, je ne vois pas pourquoi maman ne se met pas autour d'une table et on discute en tant qu'adulte. Justement, voilà. C'est pas une popote interne. C'est pas une popote interne. Très récemment, il y a eu une grande réunion de l'OUPS, l'Organisation universelle des praticiens de la santé. OUPS, ouais. OUPS. OUPS. Bien. Cet anthropologue est venu. J'ai été priée de ne pas venir. Et oui, c'est dommage, en effet.
Voilà. Donc, quand il y a une confiscation du débat et qu'il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder, c'est qu'il y a un problème. Qui n'est peut-être pas grave. Hein, vous accepteriez le débat, vous, avec cette... On va pas tourner autour du pot. Avec Jean-Dominique Michel, vous accepteriez un débat? Alors, oui, mais pas seul. Qu'il amène son Dominique Chaton, puisqu'on cite des noms, et que moi, je puisse venir avec Amandine Lafargue, par exemple, ou avec Régis Bruno, ou Frédéric Goerriger. D'accord. Ceci dit, je trouve que ce débat, s'il tourne autour des enfants, est indispensable, parce qu'il faut protéger les enfants. Il ne faut pas comme ça cataloguer, en effet, du jour au lendemain, que des enfants, c'est des êtres sexués, etc., etc. Probablement qu'il y a une sexualité, je n'y connais rien, mais c'est celle de l'enfant, même pas sexuelle. Oui, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne il s'appelle faut pas arrêter, comme ça. il faut changer de mot. On sait bien qu'il Est-ce joue avec justement, les mots. est-ce que le problème n'est pas que avec des gros guillemets, parce que c'est important quand même, les mots sont importants. Est-ce que le problème de base n'est pas que sémantique, en guillemets? Oui, c'est possible. Parce que c'est pas juste un problème, juste ça, entre guillemets. Parce que sur le fond, peut-être que vous êtes plus d'accord que vous ne l'imaginez. Voilà, c'est ça la question. Moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est d'abord que je me suis retrouvée bloquée simplement parce que j'ai dit que les enfants n'avaient pas d'hormones sexuelles. C'était une erreur, ce qu'un anthropologue peut commettre, évidemment, puisqu'il n'est pas médecin. Donc, jusque-là, je dis oui, bon, ben voilà, il a commis une erreur. Je le signale. Je me retrouve bloquée. Plus moyen de dialoguer. Ensuite, attaque directe sur l'Honest. L'ONES qui est l'Organisation nationale éthique, santé et transparence, dont je suis vice-présidente, dont Maître Virginie Darrojo-Recchia est présidente et Ariane Biran est la marraine. Donc là, on se retrouve attaqué. Qu'est-ce que l'Honest a à voir là-dedans? Ensuite, Jean-Dominique attaque les Nextdose, qui ont regardé les vaccins au microscope. Moi, j'ai fait le déplacement. Lui, pas. Donc moi, j'ai été voir comment il travaille. J'ai prêté mon bout de doigt pour que je regarde comment il faisait. Je suis allée avec des vaccinés et des non-vaccinés. Et je peux vous dire qu'ils ont nettoyé les lames, tout pareil, pour les deux groupes. Et donc, pour moi, c'est peut-être pas parfait, mais il n'y a pas, de leur part, de mauvaises intentions. Donc, Jean-Dominique a attaqué les Nextdose. Il a fini par attaquer Xénaton, qui est une petite équipe qui essayait de fédérer autour de la cryptographie, en se disant que si on n'a plus les moyens de communiquer comme on le fait aujourd'hui, de façon ouverte, eh bien, il va falloir pouvoir communiquer de façon chiffrée avec des codes incassables. Donc, il nous apprenait la cryptographie et il mettait aussi en lumière les problèmes de discours de certains. Et ça, évidemment, ça n'a pas plu. Et donc, jusqu'à là, moi, j'aurais bien encore envisagé un débat autour de la sémantique avec Jean-Dominique. Mais là, pour moi, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, j'ai préféré... et c'est la première fois que je le cite, que je cite son nom. Hein. C'est vous qui l'avez lâché, le nom. J'ai préféré prendre du recul. De toute façon, moi, quelqu'un qui m'a bloqué, je ne peux plus lui parler, donc c'est réglé. Et quand il vient en Belgique, je suis priée de ne pas être là. Je vous dis ça parce qu'en fait... problématique, quoi. Pour alimenter définitivement la polémique, pour être sûr... Nous, on l'avait invité, Jean-Dominique Michel. Il est venu à Bruxelles pour une conférence, et vous nous aviez envoyé un mail pour nous dire que c'était pas correct de l'inviter, qu'il ne faut pas laisser parler ce monsieur, etc. C'est votre droit de le penser, etc. Mais... De nouveau, on avait une conversation là-dessus. Chacun a le droit de s'exprimer. Après, on peut contredire tout le monde et on peut organiser un débat et on peut laisser les gens parler et ne pas être d'accord. Peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez dire ce soir. Je dis, moi, je ne suis pas d'accord et puis on en parle, voilà, etc. Mais à un moment de dire, telle et telle personne ne doit pas parler en public, on ne va pas lui donner la parole, il ne faut pas sponsoriser ces gens-là et tout, ça devient un petit peu le contraire de ce qu'on reproche un peu au système où on est, qui est dans un totalitarisme aussi. C'est une espèce de chose, ça devient dangereux, c'est très problématique tout ça. C'est ça la question. Tout ça, ça va être sur le film. Maintenant, pour moi, c'est problématique d'écouter quelqu'un qui apporte sans justement lui permettre un débat. C'est très problématique de lui laisser dire que les enfants ont une sexualité, mais qu'il ne faut pas les y éduquer. Parce que d'abord, ça va à l'encontre de l'avis d'experts aussi importants que Freud.
et de pédopsychiatres comme Régis Bruno, Frédéric Goereger, de psychologues qui ont travaillé dans le trauma infantile lié aux abus, comme Ariane Biran ou Amandine Lafargue. Donc déjà, ça, c'est problématique et ça va exactement aller dans le sens de ce que on essaye de nous faire croire. C'est que d'abord, on pose le fait que les enfants ont une sexualité. OK, il ne faut pas les y éduquer, mais ils en ont une. OK. C'est sémantique. Et ensuite, on va, la génération d'après, dire mais finalement, pourquoi on ne les éduque pas à ça, puisqu'ils en ont une. Mais c'est plus que sémantique, parce que les références de Jean-Dominique me posent un vrai problème. Okay. Et donc, je n'ai pas... Oui, je me suis exprimée. En plus, on avait discuté, mais ça, c'est des choses qui sont peut-être des rumeurs. Je sais que Jean-Dominique est fort proche d'un ancien franc-maçon qui est Michel Maffezoli. Lui-même très souvent vu en photo avec Gabriel Matzneff. Donc, je vous rappelle aussi la vidéo avec Pierre Chaillot quand Pierre a demandé. Jean-Dominique a fait préfacer son premier livre par Maffezoli et le deuxième par Didier Raoult. Et Didier Raoult a fait beaucoup de promotion pour les tests PCR. Oui. Voilà, il faut le dire. C'est vrai. Et donc, ce sont des faits, c'est factuel. Du coup, Pierre Chaillot dit, mais sans test PCR, pas de pandémie. Les tests PCR ont permis de créer la panique. Du coup, le fait que vous ayez fait préfacer votre livre, il demande ça à Jean-Dominique, par Didier Raoult, est-ce que ça vous pose un problème ou pas? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et Jean-Dominique, il dit non, rien à ajouter. Enfin, non. Voilà, donc on s'est dit, mais finalement, est-ce que tout est clair? Pour moi, ça ne l'est pas, mais ça m'appartient. Je me dis qu'il a des fréquentations très curieuses et que je préfère finalement, puisqu'il m'a bloqué de toute façon, je préfère prendre On va conclure là-dessus. le champ. Voilà. Et pour conclure sur ce sujet, ce qui est dommage, c'est qu'au moment où il était venu faire la conférence, vous auriez pu venir à la conférence et après l'interpeller sur ce sujet. Oui, mais ça, c'est pas un débat, ça. Que moi, je sois dans la salle et que je puisse poser une question et lui, il a le micro. C'est pas un débat, c'est pas correct, ça. Moi, je serais ravi d'organiser ce débat. Ah oui, moi aussi, bien sûr. Je trouverais ça très intéressant. Oui, mais alors, il faut plusieurs experts des deux parties. Deux parties, Deux de chaque côté, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Et moi, j'ai une écoute très neutre des choses. Je peux entendre en dessous des mots ce que la personne essaie d'expliquer aussi. Donc, ça pourrait ça serait intéressant, bien sûr. un débat et finir par comprendre que... Moi, je trouverais ça magnifique. Parce que chacun puisse par exemple, l'exemple du professeur Raoult avec les tests PCR, mais il est juste convaincu, c'est tout. Ouais, enfin, il est convaincu de beaucoup de choses, qu'il faut vacciner les enfants contre la grippe pour protéger les grands-parents. Il est microbiologiste, quoi. Je sais pas. Oui, mais il n'a pas fait son éveil. On va dire comme ça. Oui, d'accord, mais enfin, ça finit par faire des gens dangereux puisqu'il a 1 million d'abonnés. C'est vrai. Nous allons voir. Il est très pro-garde d'asile, entre parenthèses. Il est très pro-test HPV. Ça serait pas mal. Je veux bien aussi débattre avec Raoult, franchement. Oui. Ça, on va avoir du mal à l'organiser. C'est plus compliqué de l'avoir, mais on peut essayer. On peut essayer. L'appel est lancé. Oui, on peut lancer ça. Qui nous entend. On peut faire une grande journée débat avec plusieurs tables rondes. Ça serait vachement bien. Intéressant. Mais avec les vraies personnes concernées et qui ont leurs argumentations. Et un vrai débat aussi argumenté et courtois aussi, pas besoin de s'invectiver, bien désagréable. Donc, face à Didier Raoult, moi je mettrais Pierre Chaillot. Ceci dit, pour oser faire l'éveil que vous avez fait, il ne faut pas d'orgueil et de vanité. Et on connaît bien l'exemple de ces grands savants qui ont beaucoup d'orgueil et de vanité. C'est très difficile pour eux de dire « je me suis trompé ». Voilà. Je ne suis pas une serpillière, donc j'ai quand même un peu d'orgueil. Oui, mais je veux dire, il faut de l'humilité, on va dire comme ça. Il faut pouvoir dire pardon aussi. Oui, bien sûr, il faut pouvoir dire pardon. Ah, oui. Et pour conclure, quand même un élément important qui arrive, c'est le fameux sommet citoyen, organisé notamment par Bon Sens Belgique, qui se déroulera les 8 et 9 mars à Braine-l'Alleud. Vous serez en conférence? Il paraît. Il paraît, donc c'est pas sûr. Je vous ai vu sur l'affiche. Oui, moi aussi, je me suis vu sur l'affiche. D'accord. Et de quoi allez-vous parler à ce sommet? Quel sera le thème de votre conférence? Alors, j'ai lancé comme ça parce que Nicolas Lefebvre le grand organisateur.
Il me dit, quoi, tu vas parler de quoi? Je dis, tu veux que je parle de quoi? Il me dit, je sais pas, dit. Eh ben, j'ai lancé bien-être et bien-être. Alors, bien-être et bien-être. De naissance, De donc. naissance. Voilà. Mm. Et comme je suis la reine de la dernière minute, vous saurez ce que je vais dire quand vous y serez. D'accord. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde les 8 et 9 mars à Braine-l'Alleud pour le 7e sommet citoyen. Il y aura donc Laurence Kayser, on l'a vu, et d'autres invités. Donc, allez voir sur le site et sur la page Facebook de Bon Sens Belgique pour vous inscrire et pour voir le programme. Il y aura d'ailleurs notre partenaire Maupassant qui sera là, la librairie. Et il y aura d'ailleurs les livres de Laurence Kayser, parce que vous avez écrit 2 romans, c'est Oui. ça, hein. Le premier qui s'appelle Morganza Origine. Morgan's Origin, qui est un peu du fantastique, La science-fiction. Ouais, La fantaisie, mais sans respecter les codes. Ok. Je suis fidèle à moi-même. ok. Et c'est le tome 1. Et ouais, Et- le tome et- 2, il est dans mon ordinateur depuis trop longtemps. Ah ouais, j'avoue. parce que c'est Ouais. sorti quand ce Ouais, tome 1 en décembre 2018. Ah oui, Et d'accord. la pandémie a un peu bouleversé le programme de parution de la suite. Et le deuxième, ce sont des nouvelles, c'est ça? C'est pas vraiment des nouvelles. C'est Pépite et Bulles givrées. C'est l'histoire. On suit une écrivaine et on voit son regard sur le monde à travers tout ce qu'elle découvre qui l'émerveille et qui la fâche. En sachant que j'ai écrit ça avant la pandémie, j'aurais encore d'autres choses à écrire maintenant. Et puis j'ai écrit 3 chapitres dans 3 livres collectifs aussi. L'ouvrage Où est mon cycle, où je fais la partie médicale, mais je vous fais visiter le corps de la femme comme on visite une cathédrale. Donc c'est très très abordable. Ça c'est aux éditions Marco Pieter. Alors j'ai aussi participé à Un autre regard sur le Covid-19 aux éditions 2001, avec notamment les 2 Lépines dont on parlait et tout un tas d'experts connus depuis la crise sanitaire. Et alors avec Ariane Biran aux éditions Très Daniel, corruption et fraude dans la crise Covid depuis 2020, la preuve que nous sommes dans une dérive totalitaire. C'est long comme titre. Et il y a Jean-Dominique qui a écrit un chapitre dans ce livre aussi. Voilà. Voilà. Comme quoi tout espoir n'est pas perdu. Voilà. Donc, pour retrouver Laurence Kayser, c'est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver les livres, on les trouve facilement, vos livres? On les trouve, on passe par moi. Passez par Laurence Kayser pour voir les livres. Et retrouvez Laurence Kayser donc, au Sommet citoyen les 8 et 9 mars prochains à Braine-l'Alleud. Allez consulter Bon Sens Belgique. Et on espère avoir bientôt un vrai débat avec des vrais experts. En attendant, nous vous remercions de nous suivre, de partager, commenter, liker, etc., etc. Et nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro du Monde d'à peu près. Merci. Merci.